Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la danse en imposant en France la salsa bien avant que son rythme soit en phase avec toutes les générations. Vous êtes un musicien du monde qui fait aujourd'hui un détour par la France avec un nouvel album. Bonjour Yuri Buenaventura. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai que vous êtes une idole dans le monde entier, tout le monde vous connaît par la salsa, par votre musique, et vous sortez un nouvel album qu'on va évoquer tout à l'heure, mais le principe des clés d'une vie, c'est un peu particulier, on évoque votre parcours à travers des dates clés. Donc j'ai cherché des dates qui correspondent à votre vie, ou pas forcément, et la première que j'ai trouvée, c'est le 12 avril 1961. Ça ne vous concerne pas directement, mais écoutez. 12 avril 61, la mission est secrète. Baïkonour à l'époque n'existe même pas sur les cartes. À 27 ans, Gagarine glisse son mètre 57. Voilà. Yuri Gagarin, le premier cosmonaute soviétique, qui est devenu celui qui a volé à bord de Vostok 1, le premier à avoir fait le tour de la planète. Et, oui. Vous appelez Yuri. Oui, mon père était très admiratif de la Russie. Oui. Et il m'appelait en hommage à Yuri Gagarin. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Vous savez que c'est extraordinaire. Pourquoi il a été choisi, on ne sait pas vraiment. En fait, il était un ouvrier au départ, et il avait d'excellentes aptitudes, et il a été choisi parmi d'autres parce qu'il a été le seul, lorsqu'il est monté à bord du vaisseau, il a été le seul à enlever ses chaussures. Et qu'en Russie, c'est une tradition, on doit enlever ses chaussures quand on rentre quelque part. Ah, c'est merveilleux. Vous ne saviez pas ça? Non, mais c'est merveilleux, merci Jacques. Alors, Yuri, c'est votre prénom, et Buenaventura, c'est aussi quelque chose cher à votre cœur. Oui. Pourquoi? C'est la ville où vous êtes né. Oui, exactement. Et pourquoi ce nom? J'étais loin de mon pays, j'étais loin de Buenaventura, mais surtout en Colombie, il reste encore cette verticalité, ce regard excluant de la population noire et qui est venue d'Afrique pendant l'esclavage. Et il y a des gens de Colombie qui pensent que Buenaventura, il y a trop de noirs et ça sont les poissons. Les poissons. Oui. Alors je me suis dit, ok, alors je vais mettre le nom de Buenaventura, comme ça ils sont obligés de dire le nom de mon village. Voilà. Oui, mais en même temps, Buenaventura, c'est un port célèbre. Je crois que en Colombie, c'est le port le plus célèbre. Et je crois qu'elle a été nommée ainsi le jour de la festivité de San Buenaventura, qui est le saint de la Colombie. De Buenaventura, oui. Oui, c'est drôle. Hein. Oui. Et je crois qu'aussi, on appelle Buenaventura parce que c'est une baie tranquille. Oui, c'est une baie merveilleuse. C'est une île à l'intérieur d'une baie. Oui. Et il y a des très belles histoires dans la construction de cette communauté. C'est-à-dire d'abord, c'est une île où les Noirs marrons sont arrivés, les Noirs qui ont fui l'esclavage des Espagnols. Et des histoires merveilleuses aussi qui sont arrivées, des autres histoires merveilleuses qu'on va parler tout à l'heure. Alors, il se trouve aussi que votre père, Don Manuel Bedoya, je crois qu'il était lui aussi, il est professeur de théâtre, donc ça vous a insufflé l'esprit artistique. Oui, mon père était un jésuite. Oui. Et il a quitté sa vocation sacerdotale et il est parti, les sacerdoces, et il est parti dans le Pacifique colombien. Oui. Oui. Et là, il a rencontré votre mère? Non, il a rencontré ma mère au couvent parce que ma mère était nonne. Incroyable. Alors, oui, ils sont tombés amoureux et ils sont partis. Ils sont partis. Oui. Et donc, vous êtes né en Colombie et vous avez grandi en Colombie? Oui, je suis né dans cette île, sur la côte Pacifique. Très, très exubérant comme végétation, la cordillère des Andes, c'est merveilleux. Et les baleines viennent de l'Antarctique et elles s'accouchent en dehors du baie. Je suis né heureux là et je suis parti à 19 ans de la Colombie. Et pendant les 19 premières années, vous avez fait vos études? Oui. Des hautes études quand même? Et en fait, j'ai fait l'école primaire, après j'ai fait l'école secondaire et j'ai fait quelque temps la biologie marine en Colombie. Mais j'adorais l'architecture parce que j'avais fait du dessin avant, j'avais fait des dessins. Alors, j'ai travaillé avec un ingénieur et j'ai dessiné, je faisais les plans architectes, les dessins, parce qu'il y avait des bases dans l'architecture, mais je faisais la biologie marine. Et quand je suis parti, j'étais dans la biologie marine. Et pourquoi vous auriez pu faire carrière dans la biologie marine?
Oui, mais à cette époque, le directeur de l'association des pêcheurs artisans, il a pris de l'argent dans la caisse et je me suis dit, non, il ne faut pas faire la biologie marine, il faut faire les sciences économiques. Voilà. Et je suis parti faire Voilà. ça. Mais alors, en même temps, vous aviez découvert la musique et je vois que vous avez découvert la salsa new-yorkaise au départ. Oui, et disons que toute l'immigration latino-américaine qui s'est retrouvée aux États-Unis, à Manhattan, à Harlem, dans le quartier de Harlem, ont rencontré aussi le jazz, les hommes noirs des États-Unis. Et ces rencontres étaient merveilleuses parce que toute cette polyrythmie de Panama, de Venezuela, Équateur, Pérou, de Colombie, de Cuba s'est rencontrée avec les hommes du jazz et la salsa est née dans cet univers urbain. Et comme Buenaventura est un port, les gens venaient avec les vinyles et on échangeait les vinyles à Buenaventura et c'est comme ça qu'on est devenu assez pointu dans la diversité musicale de ces différentes musiques d'Amérique latine. Voilà. Alors, la salsa, c'était pas exactement ça, mais dans les années 50, il y a une musique, un rythme un peu proche qui a eu beaucoup de succès, c'était le mambo. Oui. Et grâce à Dario Moreno. Mon cœur est prisonnier d'un amour insensé, d'un amour insensé. Vous connaissez Dario Moreno? Ouais, Vous savez que c'était un personnage, il était énorme, on l'appelait le loukoum chantant, et je l'ai croisé, j'avais 6 ans quand je l'ai croisé et qu'on me l'a présenté pour la première fois, il avait des costumes assortis à ses voitures. Ah Il oui. avait des costumes roses, des voitures roses. Il y en a mis comme ça. Voilà. Mais il a eu un immense succès. Ah ouais, Et Dario Moreno. il dansait de façon extraordinaire aussi. Ah oui. Et il est mort bêtement dans un aéroport, on n'a jamais su pourquoi. Il s'apprêtait à jouer L'Homme de la Mancha avec Jacques Brel, je ne sais pas si vous le savez. Bah oui. Et il n'a pas joué L'Homme de la Mancha à Paris. Mais ça fait partie des gens qui ont marqué le mambo. Le mambo et la salsa, c'est proche finalement. Oui, c'est une musique qui, à l'après-guerre, a apporté beaucoup. Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une musique qui était très actuelle en Europe parce que c'est une musique joyeuse et qui a ramené, avec les mambo et les cha-cha-cha, amené des outils pour donner de la force, pour donner aux Européens de la joie de vivre. Et c'est une musique importante. Elle est mal connue, mais elle est très importante. Oh, elle est mal connue, mais il y a aussi d'autres artistes mal connus en France, mais qui ont fait partie de votre culture de base et donné envie de faire ce métier. Il y a ce Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias la vida, cette femme, c'était une chanteuse chilienne qui est passée par la France, qui a été en Russie aussi, qui avait une dépression et qui est morte à 49 ans en se suicidant. Mais je crois qu'elle a beaucoup compté dans votre envie de faire de la musique, Yuri Buenaventura. Il y avait une poésie, une mélancolie d'exister qui vient des Amérindiens. Oui. Ça vient des Amérindiens. Ils ont une grande mélancolie et elle m'a touché beaucoup, cette femme. Et ça fait partie de celles qui vous ont donné envie de faire de la musique? Oui, par leur transparence, par leur honnêteté, par leur humanisme. Et il y avait aussi Juan Manuel Serra, un Catalan. Ah oui. Un Catalan qui s'est présenté à l'Eurovision en 68, et il n'a pas été choisi parce qu'il voulait chanter en catalan. Ah oui. Et il a été remplacé par une Maciel qui a remporté le concours à sa place. Ah oui, c'est un grand auteur-compositeur. Et là aussi, ça vous a influencé? Oui, Serrat a fait de la musique, des poésies de Machado. De Machado, Oui. del poète espagnol Machado. Et ça, vous connaissiez ça en Colombie? Oui, Parce Juan que Manuel Serrat. Et il y a aussi quelqu'un d'autre qui vous a influencé, c'est Pablo Milanés. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años. Para Vivir, qu'on connaît mal en France, mais vraiment, je crois que c'est un des pères de la salsa cubaine. Il est le père d'une musique qu'on appelle les filines. C'est une musique de la révolution cubaine, très poétique, avec beaucoup d'espérance, beaucoup d'humanisme, beaucoup d'espérance dans l'être humain. Et ça m'a impacté beaucoup aussi, sa poésie. Voilà. Et en même temps, tout ça vous a engagé vers la chanson et même vers l'engagement sociétal. Oui, parce que les contenus sont engagés envers l'humain. Oui. Et tout de suite, ça vous a intéressé. Oui. Et puis, il y a la musique traditionnelle en Colombie, je crois que c'est le vallenato. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Le vallenato, c'est un rendez-vous musical de ces transhumances entre les Amérindiens, les Européens avec l'accordéon, et la guacharaca, c'est les Amérindiens, l'accordéon, c'est les Européens, et la percussion est une sorte de darabuka, est une sorte de percussion qui vient du Maghreb. Mais on ne sait pas que la Colombie est un tel terreau de musique, finalement. Ah oui, en France. la Colombie, on l'appelle les pays continents, parce que la Colombie est au nord de l'Amérique du Sud. Donc on a de l'Amazonie, on a de la cordillère des Andes, et on a de la Caraïbe, et on a aussi du Pacifique. Et le Panama, c'était un département de la Colombie. Et les États-Unis, avec sa volonté de domination sur le canal de Panama, ont séparé, par une stratégie politique, ont séparé le canal de Panama, et Panama est devenu un pays, mais c'était un département. Donc on était vraiment vers le nord. C'est un pays merveilleux, il faut aller le voir. Et il y a une autre chanteuse célèbre, d'ailleurs, qui vient de Colombie, c'est Shakira. Ah oui, Shakira, elle est d'origine libanaise. Oui, mais Oui. elle a grandi en Colombie. Oui, elle est née en Colombie. Voilà. Mais ça... Elle est née, ses parents sont d'origine libanaise, Oui. et c'est pour ça qu'elle fait la danse du ventre, tout ça depuis petite en Colombie. Mais elle est brune, sauf qu'après elle est allée aux États-Unis, et aux États-Unis, toutes les filles d'Amérique latine doivent se peindre les cheveux en blanc, alors c'est pour ça qu'elle fait blonde, mais elle est brune. Voilà, vous connaissez bien la Colombie, mais vous connaissez bien aussi la France, et on va en reparler à travers une autre date, le 11 septembre 1959. Elle ne vous concerne pas, mais elle est importante. À tout de suite sur Sud Radio avec Yuri Benaventura. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Yuri Buenaventura, de passage en France à l'occasion de la sortie de ce nouvel album dont on va parler tout à l'heure. On évoque votre parcours parce que finalement vous êtes une star mondiale, mais on ne connaissait pas la Colombie et les origines de la musique de la Colombie. Et vous connaissez aussi la France car j'ai trouvé une date qui ne vous concerne pas. Le 11 septembre 1959, un jeune chanteur rentre en studio pour enregistrer ce qui va devenir un classique. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Ne me quitte pas de Jacques Brel, un succès. Vous savez que cette chanson, il l'a terminée à Bordeaux. La maison de disques ne voulait pas la sortir parce qu'elle ne croyait pas. Toujours la maison des disques. Voilà. Et on a mis la valse Hamilton en face A. Et quand il a fait l'Olympia, il a fait un tel triomphe que Ne me quitte pas est devenu un classique. Ouais, c'est merveilleux, grâce à la vie qu'il a fait ça. Et si je parle de cette chanson, parce que vous l'avez aussi enregistrée beaucoup plus tard. Moi je t'offrirai des perles et des pluies venues des pays où il n'est plus bas. Je creuserai la terre. Alors, c'est extraordinaire. Comment est venu le fait d'enregistrer Ne me quitte pas alors que vous êtes en Colombie, Yuri Buenaventura? Non, je faisais des études à Paris. Oui. Et j'ai regardé un téléviseur en noir et blanc et je voyais Brel qui chantait comme ça. Mais je ne parlais pas français. Et je voyais qu'il faisait comme ça. Je disais, c'est l'histoire d'un homme qui va mourir d'un arrêt cardiaque sur la scène. Tellement en 45 minutes de concert, il changeait 2 fois de chemise, tellement il transpirait. Ah oui, Et il vomissait avant chaque concert. oui, c'est normal. Et donc vous avez été fasciné par cet homme. Fasciné par cet homme, et quand j'étais au studio, j'ai fermé les yeux pour chanter des autres titres, mes titres de l'album que j'avais écrit. Et je voyais l'image de cet homme. Et j'ai dit à l'arrangeur et au producteur, il faut qu'on fasse une version de cette chanson française qui s'appelle Ne me quittez pas. Et je l'ai fait en boléro, salsa et boléro encore, et salsa et mambo à la fin pour les danseurs français, pour que les Français comprennent la salsa. Et ça a marché. Ça marchait. Ça a été un immense succès. C'est un grand succès encore parce que les gens l'ont comme référent, comme une clé d'accès à la salsa, les francophones et francophiles, oui. Alors c'est arrivé après que vous ayez enregistré votre premier album, Héritage africain, et là ça avait été une catastrophe, je crois même financière. Ah oui. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai produit l'album Herencia Africana, Héritage africain, et à l'intérieur j'ai mis Ne me quittez pas. Oui. Et je devais tout l'argent au studio, je devais l'argent à plein de monde parce que j'ai commencé à faire la production de l'album mais il n'y avait pas d'argent. Et je suis venu à Paris laisser ça à un ami qui s'appelle Rémi Colpacopoul, qui était un journaliste à Paris, qui est décédé. Et Rémi a mis cette chanson à l'antenne et les gens l'ont apprécié, ça a démarré comme ça. Et vous avez été le premier chanteur en France à obtenir un disque d'or avec cette chanson. Oui, on a eu 5 disques d'or à la fin, oui. C'est fou, hein? C'est fou, c'est incroyable, les chemins de la vie. Mais vous attendiez à ce succès ou... Non, pas du tout.
Pas du tout. Moi, je crois que quand on fait un album ou quand on fait une chanson, qu'une seule personne apprécie, c'est pour moi suffisant. Oui, mais là, il y en a eu beaucoup plus. Ouais, oui. Alors, la France, vous êtes donc venu. Pourquoi être venu à Paris faire des études de sciences économiques, Yuri Buenaventura? Je ne voulais pas aller étudier aux États-Unis. Je voulais venir étudier ici. Et j'avais l'impression que c'était plus facile pour moi, le français. Et en fait, c'est une langue très complexe. Et je croyais qu'il suffisait de rajouter une E à la fin pour que ça... C'est comme vous, quand vous parlez espagnol, que vous rajoutez une A et vous croyez que ça se fait, oh là, l'espagnol, là, c'était un peu ça. Et je suis arrivé et j'ai eu beaucoup de mal au début. Il fallait apprendre le français. Comment vous avez fait? Et je suis allé prendre des cours. Je suis venu à l'université étudier sciences économiques, oui, mais je ne comprenais rien. Alors j'ai dû aller faire des études de la langue française. Et finalement, vous avez fait ces études? Oui, non, je n'ai pas fini. J'ai fait 1 an et demi, 12 ans, et des sciences éco en inter. Oui. Et après, je me suis dédié exclusivement à la musique. Oui, et vous avez commencé à chanter dans le métro, je crois. Oui, j'ai commencé à jouer dans les métros. Je faisais des concerts internationaux sur la ligne 1 et sur la ligne 4. Et pourquoi j'ai dit internationaux? Parce que vraiment, un wagon de métro à Paris, c'est le monde entier. Oui. On prend un métro, la ligne 4, Châtelet, Gare de l'Est, et il y a la moitié du monde dans un wagon. Donc la world music, pour moi, c'est jouer dans un wagon d'un métro parisien. Vous étiez avec votre guitare? Avec un bongo, avec une percussion. Et les gens étaient étonnés? Et il y avait qui n'aimaient pas. Oui. Et il y avait qui se bouchaient les oreilles, il y en avait qui appréciaient, mais c'est le début d'un métier. Hein. Oui, et ça vous a permis de gagner un peu d'argent? Parce que les gens étaient généreux ou non? Un petit peu, oui, très généreux, vous savez. Mais généreux, pas par la... On n'est pas généreux par la quantité, on est généreux par l'attitude. Et l'attitude était très tendre, très humaine. Il m'a donné une pièce de monnaie, c'était un franc français. Et dans la pièce, il y avait une fille qui s'aimait la terre, comme ça, la Marianne. Oui. Et moi, je m'ai attardé à regarder cette pièce de monnaie de cette femme que j'ai trouvée belle. Et j'ai dédié mon album à la Marianne. J'ai dit, à toi, sublime femme. Ma dédicace, c'était, à toi, sublime femme qui sème la terre, guidée par un soleil qui se lève pour accompagner ton peuple, non? Et d'ailleurs, la Marianne, Brigitte Bardot a été à l'effigie de la Marianne, oui, et c'est elle qui a lancé le mambo en France. Elle adore. Dans le film Et Dieu créa la femme. Ah oui, elle adore la musique, je la connais, Brigitte, oui, Bardot. Elle nous a appelés il y a quelques temps, on la voit plus, mais elle adore le flamenco, la musique latine, elle chante en espagnol, elle chante de la musique vénézuélienne, elle est spéciale, cette dame, elle est forte. Oui, elle a 90 ans, elle est en pleine forme, on lui a consacré une émission il n'y a pas longtemps, mais surtout, c'est en dansant un soir avec son mari Roger Vadim qu'il la voit danser, et il a ajouté cette danse au scénario de Dieu créa la femme, avec une musique d'un compositeur, Paul Misraki, et c'est devenu un immense succès. Oui, je connais. Voilà. Alors, il se trouve aussi que dans le métro, les gens dansaient ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Dans les rames, non. Et plutôt dans les couloirs, mais c'était interdit. C'était plutôt nous qui dansions quand la police arrivait, qu'on devait partir en camp. C'était interdit de chanter dans le métro? C'était interdit, oui. Vous arriviez quand même à le faire de temps en temps? Oui, on le faisait. C'était toléré, disons. C'était toléré. Et les gens vous regardaient ou non? Oui, ça marchait un peu, oui. Parce que moi, je me souviens d'un jour, c'est Jean-Jacques Goldman qui a chanté dans le métro comme ça pour rire. Il était très connu. Personne ne l'a remarqué. Ah oui, ça arrive souvent que des grands musiciens vont jouer dans les métros et les gens sont si pressés. Ils ne voient pas. Alors, il se trouve ensuite que vous avez découvert un groupe qui s'appelait Urpi, un groupe latino-américain, et vous êtes arrivé avec la fièvre latino qui arrivait à Paris. Oui, Urpi, c'était un groupe de Péruviens. Et en fait, je suis arrivé, je me découvre avec ses frères latino-américains, et on commence à jouer, on jouait dans les couloirs du métro Saint-Michel. Et il y a un courant d'air, les hivers impressionnante qui arrive. Et on jouait dans les couloirs avec les Péruviens. C'était une très belle expérience de vie. Oui, mais en même temps, la mode latino est arrivée à Paris à ce moment-là. Exactement. Donc vous avez commencé à être dans les cabarets. Oui, on était à la tête de cette processus dans ces années-là. Oui. Voilà. Et vous avez commencé ensuite à chanter avec ce groupe. Me dice el corazón que te conquistará.
Le groupe Caïman. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, mais ça c'est Caïman. Oui. Ah oui. Ah, c'est Ruben Enrique avec le groupe Caïman. Ah oui, on a joué avec le groupe Caïman à Paris et c'est les débuts Oui. de la musique. Vous commencez à faire de la musique, à chanter avec ce groupe et à être choriste aussi. Oui, exactement. Je ne chantais pas. J'étais percussionniste. Oui. Et c'était les musiciens du groupe Caïman qui me disaient chante. Et je suis commencé à aller devant de la scène. Oui, et il y avait un lieu à Belleville qui s'appelait la Java. Fantastique. C'est quoi? La Java, c'était un club qui était dans les quartiers de Belleville, Métro Belleville. Oui. Et c'était une cave, c'était fantastique. On rencontrait tout le monde, et tous les gens qui aimaient la salsa et les tambours et la fête et les cuivres. C'était merveilleux. Ouais. Et ce lieu, d'ailleurs, était une salle dans les années 20 où ont débuté Django Reinhardt, Jean Gabin qui chantait et Edith Piaf qui était la môme Piaf. Dans cet endroit, Oui. à la Java, oui, entre Edith Piaf et Django Reinhardt. Oui. Ah, c'est fantastique. Il y a une énergie fantastique là-bas. J'espère que ça existe encore. Alors, vous avez commencé donc à travailler avec des joueurs de conga qui ont commencé à travailler avec vous. Vous les avez accompagnés. Oui, exactement. Des percussionnistes. Oui. Et ça, j'adore les tambours. Voilà. Et ça a changé votre vie au départ. Vous avez senti que ça commençait avec ça? Oui, parce que les tambours viennent d'Afrique. Oui. Et tout ce tambour qui est arrivé en Amérique latine porte une mémoire, porte un message. Et je crois que quand on est chanteur et on s'approche du tambour, on ressent l'énergie et ce cheminement que la transhumance est en train de vivre. Voilà. Et l'énergie, ça a donné votre carrière. Et on va continuer à en parler avec une autre date, le 29 octobre 2006. A tout de suite sur Sud Radio avec Yuri Buenaventura. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yuri Buenaventura. Vous avez toujours le sourire, c'est extraordinaire. À vous aussi, Jacques? Oui. On est bien ensemble parce qu'on vous découvre. Il y a votre nouvel album qui sort. On sait que vous êtes une star mondiale. Vous êtes en France en ce moment, donc on en profite pour raconter votre parcours à travers des dates clés. Et j'en ai trouvé une importante, c'est le 29 octobre 2006. C'est aussi un hommage que vous rendez à travers une chanson. Desnuda se estaba bañando la bella en un manantial, le sopló sus prendas volando por los aires el vendaval. Dans l'eau de la Clairefontaine de Georges Brassens, que vous avez enregistré pour les 25 ans de sa disparition. Oui. Comment c'est né ça? Ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup Georges Brassens. J'aime sa poésie populaire et universelle. Pour moi, c'est l'auteur-compositeur le plus universel de la France, pour moi. Parce qu'il peut s'adresser avec sa poésie à un homme de l'Inde, à un Africain. Sa poésie, elle touche tous les êtres humains. Et vous l'avez connu comment? Vous avez connu comment ces chansons? Et je les ai connues à Paris, et avec une copine que j'avais française qui adorait Georges Brassens. Et j'ai invité dans une petite cour. Et toute cette musique résonnait dans cette cour parisienne. C'est vraiment la vie de la cour, de ce qui se passe dans les peuples français à l'intérieur, dans son intimité. Brassens, je ne sais pas si vous le savez, mais il se levait à 5 heures du matin pour écrire ses chansons. D'abord, il mettait son téléphone dans le placard pour que personne ne le dérange, avec du coton dessus pour ne pas entendre la sonnerie du téléphone. Et puis ensuite, il travaillait, mais 25 versions d'une chanson. Et pour avoir le texte exact et une musique, il faisait 10 musiques en même temps et il choisissait une musique sur une chanson. C'était 8 mois de travail parfois pour une chanson. Et faire simple, très compliqué. Oui, exactement. Et ces mélodies qu'on croit très simples sont très compliquées. Très complexes. Donc vous avez connu Brassens et cette chanson, vous l'aimiez particulièrement? Oui, ça et cette chanson, et je me suis fait tout petit aussi. Oui. Et vous comparez souvent la démarche de Brassens à celle de la salsa. Oui. Pourquoi? Parce que la salsa est une musique populaire. Et la salsa a une dialectique très, très frontale et claire. Et Georges Brassens est comme ça. Alors, votre démarche aussi, vous avez commencé dans les cabarets, et puis ça a monté petit à petit, vous avez trouvé des engagements. Comment ça s'est passé? Des engagements dans la musique? Oui. Oui, on a fait cette version de Jacques Brel, de Ne me quittez pas, et soudain, ça embrassait un peu la France, mais aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Canada, Luxembourg, la Belgique, la Suisse,
les Maghreb, Maroc, Tunisie, tous les pays francophones. Et on a commencé à voyager et à découvrir le monde de la main de Jacques Brel, parce que finalement, c'était Jacques Brel qui a piloté la chose. Même s'il était décédé, son art, son œuvre me guidait. J'habite dans son œuvre quand je l'interprète. Mais il vivait ses chansons. J'ai eu la chance, moi, d'assister à l'enregistrement d'une chanson de Brel, de son dernier album. Il arrivait dans le studio, les musiciens étaient là. Il se lève quand il arrive, il va au micro, il fait 2 versions des Remparts de Varsovie, un studio avenue près des Champs-Élysées. Il termine, il écoute les 2 versions, il en choisit une, il s'en va et les musiciens l'applaudissent. C'était un moment unique. Il avait alors qu'il était malade, il avait une force de chanter incroyable. C'est des êtres d'exception qui sont nés ici. Moi, ce que j'ai apprécié beaucoup de Jacques Brel à la fin, quand il était malade, c'est ce départ vers le sud. Oui. Il envoyait un signe, hein? Il envoyait un signal à vous tous. Il dit, allons chercher le sud. Oui. Et quand il est arrivé aux Marquises, vous savez pourquoi il a choisi ce lieu? Non. Parce qu'il est arrivé à la poste pour envoyer le courrier, on lui a donné sa carte d'identité. Il a dit, enfin, on ne me connaît pas ici, je serai tranquille. Ah, c'est super bien. C'est extraordinaire, ça. Ah, c'est parfait. Alors, dans votre carrière, j'ai repéré un festival qui a vraiment été important. C'est le festival Tempo Latino de Vic Fezensac. Dans les Gers. Dans les Gers. Oui. Ça a été aussi un grand moment. Il y avait 5000 personnes, je crois. Oui, et c'était le tout début de ce phénomène latino ici. Faire cet score de monde. Aujourd'hui, on fait beaucoup de monde. Oui. Mais à l'époque, faire 5000 personnes, c'était une folie, réunir 5000 personnes qui aimaient la salsa. C'était à Vic Fezensac, au festival Tempo Latino dans les Gers. Et c'était l'orchestre Chaguaro, je crois. Chaguaro, oui. C'était quoi? C'est l'orchestre d'un Vénézuélien, Oui. percussionniste qui s'appelle Orlando Poleo, et j'étais le chanteur de cette agrupation à ce moment-là. Alors c'est en 96, et à ce moment-là, il y a une autre chanson qui est sortie et qui a pas mal marché. Mi tranquilidad. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, ma tranquillité. Oui. Alors que vous êtes tout sauf tranquille. Ah non, je ne suis pas tranquille. Non, vous avez une vie tellement... Ah oui, non, je comprends, j'ai compris. Mi tranquillidad, c'est un hommage à l'île où je suis né. Cette île me donne une grande tranquillité quand je suis là-bas. Et c'est drôle parce que votre manière d'amener votre interview, votre émission, m'amène par des chemins un peu à côté des chemins normaux dont on parle dans les interviews. C'est super, merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Alors, surtout, cette chanson a marché, ce rythme a marché. Finalement, vous avez vu le rythme progresser en France petit à petit. Oui, au départ, les Français dansaient la salsa comme quand on sort un poisson de l'eau. Oui. On sort un poisson de l'eau et on ne sait pas par où il va partir. Vous savez, il fait comme ça dans tous les sens. Ils dansaient comme ça la salsa. Et aujourd'hui, il y a des champions mondiaux de salsa qui sont français, des grands danseurs. Il y a eu un engouement de cette musique et je suis très heureux d'avoir participé à porter ça à la France. Et une musique qui touche, une danse qui touche les jeunes comme les anciens. Oui, ça c'est très intéressant parce que c'est une musique saine. C'est une musique pour la rencontre. Il y a le contact physique, mais il y a toute cette histoire de respect autour de ce dialogue. Pour les personnes timides, pour les personnes qui ont du mal à avoir un contact, et pour les gens qui sont plus extrovertis, c'est fantastique cette musique. Mais moi, je suis en vacances à Fouras, en face de Fort Boyard. Vous savez, Fort Boyard, et tous les lundis, à 10h, il y a une professeure de salsa qui vient, et toute la ville vient danser le lundi matin, pendant le mois de juillet et d'août, la salsa. À 10h du matin? Oui, devant le port, pendant 1 et demie, et il y a 100 personnes qui prennent un cours de salsa, fantastique. Que des gens de la ville. Ah, super, fantastique. Ça prouve que ça a touché tout le monde. Oui, ça touche. Merci. Alors, il y a aussi une version très particulière de la salsa que vous avez enregistrée avec Faudel. La salsa en rail avec Faudel et Yuri Buenaventura. Comment c'est né ça? C'est né au studio de Peter Gabriel à Bristol, en Angleterre. Et Peter Gabriel nous a invités avec Universal Publishing. Ils nous ont invités pour des rencontres avec des différents musiciens du monde. Et là, j'ai rencontré Faudel. On était dans les couloirs
parce que tout le monde a pris les studios, on n'avait pas de studio. Et on s'est mis à parler de l'Algérie, de tout ce qui s'est passé en Algérie, de la Colombie. Et on s'est retrouvés à travailler ce titre et on l'a enregistré et ça a super bien marché, oui. Mais ça prouve que la salsa peut s'adapter à tous les rythmes. Oui, je crois que oui, Parce que la salsa est composée des rythmes européens, mais de l'Afrique aussi. Donc, du coup, je crois que c'est possible. Et puis, je crois aussi que vous avez adapté la salsa sur des rythmes d'Elton John, de Michel Legrand et quelques autres. Oh oui, de Charles Aznavour, de Serge Reggiani, de Patrick Bruel, de beaucoup d'artistes que j'aime en France, oui. Oui, et à chaque fois, l'adaptation est compliquée ou c'est... Et surtout, j'ai choisi des titres très bien écrits et très bien construits. Parce que nous avons un code polyrythmique qui est très exigeant à l'intérieur, s'appelle la clave, qui a 5 accents, tous les 4 mesures. Et ces 5 accents sont compliqués à placer dans les 4 mesures. C'est de la polyrythmie. Donc le titre en lui-même doit être très solide de son intérieur pour pouvoir l'amener dans cette polyrythmie, oui. Et comment vous avez appris tout ça? Est-ce que ça a pris des cours ou c'est venu naturellement, Yuri Buenaventura? C'est dans la culture, oui. Mais c'est devenu... Parce qu'en général, on prend des cours de musique pour apprendre tout ça. Non, vous, c'était... Non, la vie m'a permis d'apprendre sur les chemins. Par exemple, quand on m'a donné les budgets pour faire un album, je ne m'achetais pas une Ferrari avec les budgets de la maison de disques. Oui. Je les investissais dans l'album. Et du coup, j'engageais des grands musiciens à Porto Rico, à Cuba, à New York, en Colombie. Et j'ai fait mes études sur la route avec les grands musiciens. Et je me suis fait entourer, accompagner des grands musiciens. Et puis en 2000, il y a un film qui s'appelle Salsa, oui, de Joyce Buñuel, qui est la femme qui a été mariée au fils de Luis Buñuel. Et naturellement, vous avez fait la musique. Exactement, oui. Comment c'est venu, ça? Je l'ai connue, c'est une femme fantastique. C'était le film Salsa, effectivement, de Joyce Buñuel. Et j'ai fait cette bande sonore, Salsa, qui est un hymne pour les danseurs de salsa. Mais ce qui m'a surpris, sans même, c'est qu'il y a eu un film qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice, oui, avec Philippe Chevalier et Las Palais. C'est un humour très particulier, totalement fou. Oui. Et vous avez fait aussi la musique. Oui, parce qu'ils sont fous. Oui, c'est-à-dire je ne sais pas, parce qu'il faut être fou pour amener dans un film comme ça la salsa, oui. Et ils vous la proposé, comment c'est venu? Oui, exactement. Ils ont dansé la salsa, parce que Chevalier, je vois mal Chevalier et Las Palais. Tout le monde peut danser la salsa. Ils sont très célèbres à cause d'un sketch d'un train qui part pour Pau et qui ne partira jamais. C'est les problèmes de la SNCF racontés. Et ils ont fait un duo pendant des années qui a été un grand succès. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur scène. Non. Ah, c'est extraordinaire. Alors, il y a eu aussi dans vos musiques un groupe de rap cubain et vous avez fait un titre 300 kilos de rap. C'est venu comment ça? Les Orichas. Voilà. Là aussi, la salsa et le rap, c'est compatible? Oui, parce qu'on parle de 300 kilos, parce qu'on parle toujours de la Colombie avec des kilos de la drogue, des kilos de ça. Oui, c'est la légende, ça. Donc maintenant, on va amener 300 kilos, mais de rap. Voilà. Alors, on a fait ce titre avec les Orichas, qui sont des frères de la musique. Oui. Et ils sont venus sur l'album suivant avec une autre chanson. Dios de madres abatidas, Dios de niños abandonados. Donc cette chanson, c'était aussi un succès, c'était des retrouvailles. Oui, Donde está, c'est une question à Dieu. Quand on voit les scénarios géopolitiques, les guerres, les conflits, c'est une question qu'on se posait. Où tu es à ce moment-là? Et puis il y a aussi une série, alors ça je connais mal la télévision colombienne, mais elle est privée, mais en même temps le pouvoir est derrière. Et il y a eu une série qui s'appelle Escobar, el patron del mal. Oui, c'est une série sur la vie de Pablo Escobar, le criminel mafieux colombien, qui est sur les plateformes, sur Netflix et tout ça. Et j'ai fait toute la bande sonore, j'ai fait 300 tracks pour la série. Et il y a 80 chapitres et j'ai fait toute la musique de la série de télévision. Oui. C'est assez étonnant, ça aussi, comme travail. C'est beaucoup plus compliqué. C'est un grand engagement de faire comprendre à la jeunesse colombienne et d'Amérique latine et du monde, parce que la série a été vendue sur 115 pays et elle est encore diffusée. Et faire comprendre que Pablo Escobar, ce n'était pas un Robin Hood, que c'était vraiment un assassin. Et vous l'avez fait à travers cette série qu'on voit sur Netflix. Alors ça, c'était le passé, mais on va revenir au présent avec la sortie de votre album le 13 septembre 2024.
À tout de suite sur Sud Radio avec Yuri Buenaventura. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Yuri Buenaventura. Alors, on a beaucoup parlé de votre passé, de votre arrivée en France, de Brel, de Brassens, et vous êtes dans le monde entier, et vous revenez aujourd'hui en France pour quelque temps avant de repartir refaire le tour du monde, avec un album, ça fait 6 ans, je crois que vous n'avez pas fait d'album, et cet album est sorti le 13 septembre 2024, et on en écoute un titre. Como nunca has amado, ámame sin temor al pasado. Mírame, soy un planeta olvidado, con la luz de tus ojos, todo se ha iluminado. Alors, ce retour, c'est quoi Amame d'abord? Aimez-moi. Oui, aimez-moi en espagnol, en colombien. Amame, oui. Ouais. Et pourquoi ce titre? Pourquoi avoir fait ce genre de... Je crois, Jacques, que quand on ne connaît pas l'amour, quand on n'aime pas, ou quand on n'est pas aimé, ou quand on ne veut pas aimer, j'ai l'impression qu'on est oublié de l'univers, comme si l'univers t'avait oublié. Parce que l'amour, c'est la base de l'existence elle-même. Et je dis, à un moment donné, je me suis senti comme ça. Et pas aimé. Ah bon? Oui, et j'ai demandé à la vie de m'aimer, de ne pas m'oublier. Et l'album parle des histoires comme ça d'amour. Mais on peut aimer aussi quelqu'un, on peut aimer la musique, on peut aimer son métier. Pour vous, l'amour, c'est général. C'est général, mais on peut se sentir pas aimé. Et pourquoi? C'est rare ce genre de choses. Oui. Quand on a du talent, quand on est gentil, qu'on ne propose pas de problème, on peut ne pas être aimé? On peut se sentir pas aimé. Oui, peut-être des jalousies aussi, non? Et peut-être aussi les peurs, les pays qui sont en conflit, la population a beaucoup de traumatismes. C'est-à-dire, par exemple, Gaza ou les conflits qu'il y a aujourd'hui dans le Moyen-Orient, ces jeunesses, ces enfants vont avoir des traumatismes quand ils vont être grands. Et peut-être ils vont avoir des mal à aimer. C'est de ça aussi dont je parle. Alors justement, cet album, il y a 6 ans que vous n'aviez rien enregistré. Eh non. Pourquoi? Et je ne sais pas. Je ne sais pas. J'écris quand je sens. J'écris les chansons comme je les sens. Et là, vous avez senti que c'était le moment de faire cet album? Oui, c'était le 30 décembre 2023. C'était les 5 heures du matin. Je venais d'une fête. On avait fait un concert dans la feria de Cali. Il y a beaucoup de monde dans un stade. Et je suis arrivé. J'ai un appartement à Cali, en Colombie. Et je me suis senti très seul. Et je me suis mis à écrire cet album. Et à la 12e semaine de janvier, je suis parti à New York et je l'ai enregistré à New York. Oui, c'est un rêve musical, cet album. Oui, c'est un rêve. C'est un rêve d'un monde meilleur ou d'un monde où on serait aimé? Oui, exactement. Voilà. Alors, vous l'avez fait à New York. C'est aussi un hommage à la musique latine. Vous auriez pu l'enregistrer ailleurs qu'à New York. Pourquoi New York? Parce que je n'étais jamais allé enregistrer à New York. J'ai joué à New York, j'ai joué aux États-Unis, mais jamais j'ai enregistré l'album. Et j'ai découvert quelque chose qu'on oublie quand on vient des pays comme le nôtre, quand on joue la musique de notre pays. On est si fiers de notre musique qu'on perd de vue l'apport des autres pays. Et aux États-Unis, les techniciens du son, les ingénieurs du son américains ont fait un grand apport par la prise de son, par leur vision de cette musique. Et tout ça, plus les intellectuels, plus les autres musiciens du jazz, ont créé une diversité de la couleur qui est née à New York, dans le béton, dans les difficultés urbaines, dans l'exclusion et dans le racisme aussi d'une société immense comme est la société new-yorkaise. Et le son salsa est né à l'intérieur de cette communauté. Mais c'est valable pour la salsa comme pour d'autres sons. Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell ou d'autres sont toujours allés enregistrer aux États-Unis parce que le son était différent. Oui, c'est différent. C'est différent. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans le son? On dit que c'est pas la flèche, mais aussi l'indien. C'est-à-dire que c'est pas seulement le micro, mais aussi l'indien qui manipule la technologie. Je veux dire. Alors, il se trouve que cet album, bon, c'est bien sûr Amame pour l'amour, mais aussi ça évoque vos racines. Oui. Et je suis très ancré aussi dans ma responsabilité vis-à-vis de ma famille en Colombie, de mes parents, de mes cousins, de ma famille. Et je crois que c'est une musique qui a besoin d'être nourrie constamment de sa propre culture pour pouvoir amener l'arôme, la fleur de cette musique.
Oui, parce qu'en plus, vos ancêtres ont connu l'esclavage. Il y a eu plein de choses qui se sont passées qu'il faut ressurgir aujourd'hui et apprendre et découvrir par la musique. Oui, même si j'ai pas une tête d'Amérindien, mon crâne est plat derrière et c'est typique aux Amérindiens. Ah bon? Ça, par exemple, aussi, Oui. les crânes plats derrière. J'ai les crânes plats. Mais je suis né dans une île des Noirs marrons qui ont fui l'esclavage, donc mon ethnie est noire. Oui, vous voyez? Oui. Mais les métissages qui vient de l'Europe, qui vient de la Méditerranée d'Espagne, qu'on porte en soi, est aussi présent. Alors, il y a aussi des musiciens qui vous ont influencé, comme par exemple Ray Barretto. Ah oui, Ray Barretto, qui en plus a enregistré avec Bernard Lavilliers Oui. la salsa. Ray Barretto, grand percussionniste, très important. Il avait découvert le jazz à l'armée. Et au départ, c'était le jazz, et il a évolué vers d'autres thèmes. Parce que le jazz, on peut aller du jazz à la salsa. Oui, parce qu'on est frères. On a la même racine, l'Afrique. Vous savez que le jazz est né en France en 1917. C'était une musique de sauvage pour certains. Le Casino de Paris ouvrait ses portes. Et il y a de New York, justement, Harry Pilser qui est arrivé avec un orchestre de jazz. Et ça a été l'arrivée de cette musique en France. Ça n'existait pas avant. Saint-Germain-des-Prés a embrassé les jazz. C'est fantastique. Miles Davis avec la comédienne Juliette Gréco qui... Ah non, c'était fantastique ça. Alors, vous avez repris la tradition, mais il y a aussi des lignes mélodiques très particulières, pop, des percussions urbaines. Enfin, c'est un mélange de musique. Oui, on perd de vue que les mélodies de la salsa viennent d'Europe. Les mélodies viennent de l'Europe, viennent d'Espagne. Ces lignes mélodiques sont méditerranéennes, européennes. Les tambours et l'Afrique, et donc les mysticismes amérindiens. Tout ça, c'est la salsa, oui. Donc, on mélange tout pour refaire des rythmes d'aujourd'hui. Oui, Parce exactement. Parce qu'il faut que les oreilles d'aujourd'hui écoutent ça. Oui. Alors, dans cet album, il y a plusieurs chansons et on va écouter un autre extrait, Tu, Yo, Yo. Aprendí a ocultar mis penas. Tú muchas veces te enfadabas. Yo por nosotros lo intentaba. Sí, nuestro amor hoy se despide de la increíble fantasía. Alors ça aussi, cette chanson, elle est née à partir de cette nuit. Vous êtes rentré chez vous. Oui. Qu'est-ce que c'est cette chanson? C'est le dernier dialogue qu'on a avec la personne avec qui on ne s'entend plus. Quand on commence à se dire, oui, mais toi, tu as fait ça, toi, moi. C'est le dernier dialogue d'un couple. Et ça n'empêche pas de danser dessus, même si c'est vraiment difficile. Exactement. C'est ça l'Afrique, c'est ça la merveille de la salsa et de ce brassage. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a toujours un message qui passe dans vos chansons, et ce message est souvent francophile, Yuri Buenaventura. Et oui, je ne peux pas encore écrire en français les chansons, parce que j'ai essayé quelques titres. Et alors? Mais oui, ça reste ce que c'est, ça le mérite de l'être. Mais par contre, mon drapeau est accompagné des valeurs républicaines de la France. Mon drapeau musical, mon monde musical, ma patrie musicale, mon univers musical porte en elle-même tout ce que j'ai appris en France par rapport aux droits des hommes, les droits d'auteur, les valeurs républicaines et la lumière. Et je porte ça en moi et je les défends aussi. Vous les défendez dans le monde entier, justement. Oui. Et il y a aussi vos rencontres d'artistes, car le fait de rencontrer des artistes d'autres pays, je pense à Césaria Evora, à Kouskourika, à Alpha Blondy. Ah oui, oui. J'ai l'honneur de connaître Alpha Blondy, Youssou N'Dour, j'ai connu Paco de Lucia, Emir Kusturica, Goran Bregovic, César Evora, tous ces grands musiciens qui font la diversité de la planète. Et Manu Dibango aussi, et Rachita, tous ces musiciens. Et vous avez fait la synthèse, parce que finalement chacun fait ça dans son coin, mais j'ai l'impression que dans tout ce que vous faites, il y a une synthèse de toutes ces musiques, Yuri Buenaventura. L'exemplarité de ces hommes. C'est-à-dire Salif Keita, sa manière d'approcher l'art, Youssou N'Dour, son engagement aussi avec l'Afrique. Et tous ils sont, Césaria Evora, la diva aux pieds nus. C'est des hommes qui ont respecté leurs racines, leur humanisme, et ils l'ont voulu partager. Et c'est un message dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui. Je crois que le monde réel et le monde de
d'un bûcheron, le monde d'un pêcheur, le monde d'un travailleur. Je crois que le monde digital est un outil, mais il n'est pas la réalité. La guerre qu'on vit aujourd'hui, elle est réelle. Ce conflit est réel. Ce n'est pas avec des likes ou avec des si on suit, on ne suit pas. On a des positions et des grands philosophes qui sont sur Instagram. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça parce que la réalité géopolitique est une autre. Les besoins de la planète, les escalades de violence nous amènent par une porte que peut-être on ne veut pas y aller. Et la jeunesse ne connaît pas ça. Voilà. Et il y a l'intelligence artificielle aussi qui arrive. Et ça, c'est un problème. Très, très, très intéressant outil, mais il faut faire très attention parce qu'elle ne peut pas être plus intelligente que nous. Oui. D'ailleurs, il y a eu un match, un concours de philosophie entre un élève de philosophie et l'intelligence artificielle, noté vraiment, et la copie a été corrigée 20 sur 20 pour l'élève et 11 sur 20 pour l'intelligence artificielle. Donc elle a été largement battue, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et à chaque fois, ce message, vous le portez à travers le monde. Oui, c'est l'idée. C'est-à-dire que ce disque est sorti en France, mais il va sortir dans d'autres pays. Oui, mais je pars à New York demain. Voilà. Et dans cet album, il y a un autre titre qui s'appelle Para Siempre. Nadie puede detenerme, amor, un amor que es para siempre, amor, un amor que no te miente, amor, un amor tan diferente. Nadie puede detenerme, amor. Vous n'avez pas lésiné sur les instruments de musique qui vous accompagnent? Je n'ai pas. Il y a beaucoup d'instruments de musique, il y a des trompettes, il y a beaucoup de choses. Trompettes, trombone, saxophone, il y a de la percussion, des congas, des timbales, des güiros, des maracas, des bongos, des cloches, piano, contrebasse, oui. Et ça ne peut être que vrai. Il ne peut pas être question de faire appel à des machines. Non. Voilà. Et ça, vous y tenez, c'est une question de budget, c'est quoi qu'il arrive. J'y tiens, oui. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'argent, je crois. Il vaut mieux investir comme ça. Qu'est-ce que c'est Para Siempre? Pourquoi cette chanson? Parce qu'on doit être fidèle. C'est-à-dire toujours en amour. C'est dédié à la loyauté, à la fidélité, aux promesses, à ce qu'on s'engage à dire et à faire. Ce que vous avez toujours fait? C'est ce que j'essaye. Mais vous avez appris ça au fil des années, à être fidèle, à défendre ses idées. C'est venu. On se rend compte avec le temps qu'on a été fidèle. On se rend compte. On aime quelque chose. J'aime la musique et même avec toutes les tempêtes, pendant les Covid, et il y a toujours eu des idées pour aider les musiciens en Colombie. J'ai trouvé des idées, j'ai créé une fondation, je travaille pour produire des artistes émergents. On a 120 artistes en Colombie. Et c'est là, après, avec le temps, qu'on se rend compte qu'on était fidèle à ça. Voilà. Et la transmission est importante pour vous? Ah oui, évidemment, bien évidemment. Et sans la transmission, on n'existerait pas. C'est-à-dire? On n'existerait pas si quelqu'un ne nous avait pas bercé, si quelqu'un ne nous avait pas appris la langue ou à marcher. On n'existerait pas sans la passation d'informations. Ça serait le néant. Et l'information qui passe, elle est importante parce que c'est selon l'information qui passe que l'avenir y est. Voilà. En même temps, aujourd'hui, tout va si vite qu'on a du mal à faire cette transmission. Oui, non, mais l'être humain, il est merveilleux. Voilà. En tout cas, ce qui est merveilleux, c'est votre parcours et votre envie et votre défense de la musique. Youri Buenaventura, ne changez jamais. Continuez dans cette voie avec cet album et les suivants et dans le monde entier pour notre bonheur et pour l'avenir. Merci, Jacques. Merci beaucoup. Donc, ce nouvel album est à disposition. Puis on vous reverra en France pour des concerts, peut-être bientôt. Oui, le 8 avril à la salle Playel à Paris. Je vous invite. Merci, on y sera. Merci Youri Buenaventura. Et les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.